Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais et plus particulièrement au Mercato. Alors il se trouve que vous avez été nombreux à regarder ma vidéo d'hier, notamment basée sur les informations d'Hugo Guimet de l'équipe, et il se trouve que hier, Hugo Guimet, au-delà de son article, était chroniqueur dans l'équipe du soir, et donc il est revenu sur un certain nombre de sujets. Donc que ce soit les joueurs, que ce soit le coaching, que ce soit également la conférence de presse de Dejan Lovren. Donc on a appris pas mal de choses, soit en complément de ce qui a été écrit hier dans l'équipe, soit pour contredire cela, mais aussi invité de nos amis de Gunback TV, qui sur leur compte Twitter ont réalisé un space avec Sébastien Denis, qui est le rédacteur en chef de Foot Mercato. Alors je sais que auprès de certains, Foot Mercato n'a pas forcément bonne presse. Comme tous les sites, ils vivent de la pub, donc effectivement de temps en temps, on va dire, on fait 4 articles avec une info ou une interview. On fait aussi du putaclic, mais on a quand même affaire à une équipe de journalistes, Sébastien Denis, moi c'est quelqu'un en qui j'ai plutôt confiance, et lui est revenu justement sur les infos de l'équipe en apportant de très gros bémols. D'ailleurs, il s'est fait un peu flinguer sur Twitter parce que justement il remettait en question les pistes, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que d'ailleurs moi je l'ai fait aussi dans la vidéo, si on prend notamment le cas de Naïef Aguerd, alors que ce soit une intention du recrutement de l'Olympique Lyonnais, c'est une chose, mais il n'y a absolument aucune circonstance qui permette de penser que Aguerd puisse débarquer à l'Olympique Lyonnais pour les raisons que j'ai expliquées hier. Je ne vais pas y revenir. Mais néanmoins, Sébastien Denis nous a apporté pas mal d'informations très intéressante, et notamment sur les profils qui pourraient être intéressés pour venir à l'Olympique Lyonnais. Alors, bon, moi ça ne me surprend pas puisque c'est des choses que j'ai déjà dites, mais en tout cas lui confirme que c'est la volonté de la cellule de recrutement du directeur sportif David Friot. Alors sur le nombre de recrutements, il faut savoir que on s'oriente vers ni plus ni moins que 7 recrues, vous avez bien entendu, 7 recrues, dont 5 voire 6 titulaires. Donc ce qui démontre bien que l'équipe n'est pas du tout au niveau. Alors 7 recrues, c'est un chiffre qui a été avancé par Hugo Guimet, mais je reviendrai après sur Hugo Guimet. On va commencer par Sébastien Denis. Alors, comment on arrive à 7? Alors déjà, il y a les 5 titulaires qui ont été évoqués hier. Il y a le cas Lucas Perry, gardien de but, qui n'est pas forcément un titulaire. Si on l'inclut comme titulaire, évidemment, ça fait déjà 6 recrues. Et il y a le cas Adrielson qui est très intéressant. Alors Adrielson, c'est un défenseur central qui évolue à Botafogo, qui a été élu dans le meilleur 11 du championnat brésilien, et donc meilleur défenseur du championnat brésilien. Alors après, c'est ce que j'avais dit à quelqu'un qui me faisait remarquer qu'Adrielson avait été élu meilleur défenseur. Je lui faisais remarquer que le meilleur joueur du championnat brésilien, c'était Luis Suarez. Oui, le Luis Suarez, ancien de Liverpool et du Barça, et qui va intégrer l'Inter Miami avec Lionel Messi, donc 36 et 37 ans je crois au mois de janvier, qui a été rayonnant au Brésil, donc c'est pour vous dire un petit peu le niveau du championnat brésilien. Et quasiment le deuxième meilleur joueur, c'est Hulk, et oui, le Hulk qui avait, pensait-on, terminé sa carrière en Chine et qui est retourné pour briller au Brésil. Donc je crois qu'il faut mettre de très très gros bémols sur les joueurs qui évoluent au Brésil, pas les joueurs brésiliens, mais les joueurs qui évoluent au Brésil, parce que les vraiment bons, ils sont repérés à 16-17 ans et ils sont recrutés par le Barça, le Real, comme Vinicius, etc., etc. Et vous voyez que même un Joao Gomez, qui était une des priorités de Textor au mois de janvier dernier, a préféré aller à Wolverhampton que de venir à l'Olympique Lyonnais, qui à l'époque n'était pas en aussi mauvaise posture qu'aujourd'hui. Donc attention avec les joueurs brésiliens.
notamment quand il commence à avoir, comme Adrielson et Lucas Perry d'ailleurs, le gardien, 25 ans, c'est que, croyez-moi, ce ne sont pas des flèches. Moi, j'attends qu'on me montre un joueur brésilien sorti du championnat brésilien à 25 ans et qui est devenu un super pro en Europe. Bon, après, comme je le dis, c'est difficile de comparer les performances d'un joueur dans un championnat comme celui du Brésil et comme la Ligue 1, parce que moi je vous l'affirme, la Ligue 1 c'est 1000 fois supérieur au championnat brésilien. Il suffit d'ailleurs de voir les difficultés d'adaptation d'un Jefinho, qui est un peu la pépite entre guillemets de Botafogo. On voit très bien qu'il n'arrive absolument pas à s'adapter et que physiquement il est complètement dépassé. D'ailleurs, c'est un des reproches qui est fait à Adrielson, c'est son extrême lenteur. Même pour un mec de 25 ans, le mec n'avance pas. Donc attention. Alors, l'info, c'est que effectivement Adrielson devrait venir. Ce n'est pas encore fait. Hein. J'ai publié une info hier dans l'onglet communauté, c'est-à-dire qu'Adrielson, quand on l'interroge pour savoir s'il va venir à Lyon, il dit je ne m'occupe pas de ça, c'est mon agent et la direction de Botafogo. Il faut savoir qu'il est encore sous contrat avec Botafogo jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc bon, c'est pas encore fait. D'ailleurs, je pense que si David Friot a vraiment les prérogatives d'un directeur sportif, jamais de la vie il ne prend Adrielson. Adrielson, c'est vraiment un choix Textor. Pour Perry, c'est un peu plus délicat parce qu'il a fait un très très gros début de saison. Il est même devenu international. D'ailleurs, certains disent « Ah, mais Perry, c'est une super recrue, c'est un international ». Alors, je dis oui, mais Areola est aussi un international. Donc, calmons-nous sur le fait d'être international, surtout quand vous n'êtes pas titulaire. Donc, je crois qu'il faut se calmer. Comme l'a fait remarquer un chroniqueur dans l'équipe 21, Lucas Perry, c'est quelqu'un qui sort quand même de 10 matchs sans victoire dans le championnat brésilien. Je ferai quelque chose de spécial sur Lucas Perry dans le futur, mais bon, je crois qu'il ne faut pas s'enflammer sur ces joueurs, d'autant que si Adrielson 5 millions, c'est pas la mer à boire. Lucas Perry 15 millions, ça fait 20 millions pour les deux, donc on vient becter déjà 40% de l'enveloppe alloué pour le mercato pour un joueur Adrielson, donc on ne sait absolument pas ce qu'il peut faire en Europe. Et Lucas Perry, voilà, qui lui aussi a 25 ans, hein, c'est-à-dire qu'avant sa demi-bonne saison à Botafogo, le gars, comme on dirait en NBA, c'était un journeyman, hein, c'est-à-dire qu'il est allé un peu partout sans convaincre nulle part. Alors, moi je veux bien qu'il y ait des joueurs qui se révèlent à 25 ans, mais je n'ai pas beaucoup d'exemples. Après, j'aimerais bien me tromper et que ces 20 millions soient bien utilisés. Alors, sur les pistes évoquées dans l'équipe hier, clairement, Sébastien Denis a dit, donc à Gerd, c'est absolument impossible. Par contre, Krunic et Benrahma, pourquoi pas, c'est pas totalement impossible, c'est d'ailleurs ce que j'avais dit hier, mais bon, c'est confirmé donc par Sébastien Denis. Lui, ce qu'il pense, enfin ce qu'il sait, hein, on n'est pas sûr de la pensée, on est sûr, on sait ou on ne sait pas. Ekitike est une vraie piste de l'Olympique Lyonnais. Vous savez que l'Olympique Lyonnais voulait déjà le faire venir cet été dans l'échange, dans le deal avec Barcola, mais donc ils sont toujours sur Ekitike. Vraiment, ils croient beaucoup dans ce joueur. Sébastien Denis nous confirme également que Tagliafico, même s'il a démenti, mais on imagine bien que Tagliafico, quand il y a une info sur son départ, il va pas aller sur Twitter pour dire oui, c'est tout à fait vrai, j'ai demandé à partir. De toute façon, toutes les infos qui venaient de Hollande confirmaient que Tagliafico voulait retourner à l'Ajax. Il publiait d'ailleurs même sur son compte Instagram des photos d'Amsterdam, donc bon, c'est pas non plus un hasard. Je ne suis pas les réseaux sociaux, mais bon, j'ai été informé de la chose. On a appris hier, donc je remercie un des suiveurs, d'ailleurs que j'ai épinglé son commentaire à la vidéo d'hier. On apprend hier malheureusement que Guido Rodriguez, ah là là, vraiment c'est un peu le joueur maudit Guido Rodriguez pour nous, puisqu'il s'est blessé très très gravement à la cheville à l'entraînement hier et qu'il va être indisponible pour plusieurs mois. Donc de toute évidence, Guido Rodriguez ira jusqu'au bout de son contrat.
et donc partira libre du Betis. Donc si on veut résumer pourquoi on arrive à 7 recrues évoquées par Hugo Guimet. Donc il y a Adrielson et Lucas Perry, on est déjà à 2. Il y aura aussi un autre défenseur central en plus d'Adrielson. Alors je crois que j'ai pas dit Adrielson et Perry, donc ça fait 2. Un autre défenseur central, donc qui lui aura vocation à être titulaire. Je pense qu'Adrielson n'a pas le niveau pour être titulaire. Il y aura 2 milieux de terrain, un récupérateur et un relayeur. Il y aura un numéro 9, donc en priorité Ekitike, et un ailier. Qui pourrait être parmi ceux qui ont été cités hier. Le jeune belge Ramazzani ne ferait pas tellement de sens. Là aussi, comme je l'ai dit hier, jeune joueur, c'est vraiment pas ce qu'on cherche. On cherche des joueurs plutôt expérimentés. Et la piste Baptiste Santamaria, qui là aussi paraît tout à fait crédible selon Sébastien Denis. Après, sur les profils des joueurs, parce que évidemment, tout le monde pose la question, mais qui va vouloir aller s'enfermer dans le bourbier de l'Olympique Lyonnais, dernier du championnat, etc. Mais alors, comme je le dis toujours, il y a les prêts. Un joueur qui ne joue pas dans son club, évidemment, rappelons que l'été prochain, vous aurez 1 euro. Vous aurez une Copa América, donc évidemment, certains joueurs qui sont dans des gros clubs, et notamment de Première Ligue. D'ailleurs, Sébastien Denis pense que la piste Première Ligue est réelle pour beaucoup de joueurs qui vont arriver cet hiver. Donc ces joueurs-là, être prêtés à Lyon pendant 5-6 mois, briller et se rappeler au bon souvenir des sélectionneurs, c'est un bon calcul. C'est, je dirais, gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire le club qui prête parce que ça les déleste d'un salaire ou d'une partie du salaire. Ça leur permet peut-être aussi de relancer un joueur. C'est intéressant pour l'Olympique Lyonnais puisque finalement ils s'engagent seulement pour 6 mois avec ces joueurs-là, des joueurs qui sont déterminés, qui veulent se montrer, des joueurs qu'on n'aurait pas forcément en transfert. Par exemple, Ekitike, vous ne pouvez pas l'avoir en transfert, c'est pas possible. Alors que en prêt, pourquoi pas, lui ne joue pas du tout, donc s'il ne trouve pas de porte de sortie plus intéressante, après tout il reste en France. Je dis pas que ça peut l'intéresser, mais disons que ça fait sens. Et puis évidemment se montrer pour les prochaines compétitions internationales. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez des joueurs de Manchester United, regarde, bon peut-être que je dis n'importe quoi, mais regardez par exemple Raphaël Varane. Je dis pas que c'est une piste, attention, c'est juste un exemple. Raphaël Varane, il n'est plus en odeur de sainteté avec Erik ten Hag à Liverpool. Alors, il y a eu une petite rumeur qu'il envoyait à Lens. C'est sûr que Lens, c'est son club c'est le club de ses débuts, fait la Coupe d'Europe, a peut-être une chance d'être versé en Europa League, essaye de retrouver le haut du tableau, etc., etc. Mais évidemment, ce qui fait la différence à l'Olympique Lyonnais, c'est le salaire. C'est-à-dire que Lens ne peut absolument pas donner un salaire du niveau de celui de l'OL. Ce qui fait que finalement Manchester United aurait l'impression de payer le salaire pour que le mec joue ailleurs. Donc c'est un exemple, je dis pas que Raphaël Varane va arriver en défense centrale, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est plutôt ce profil de joueur, c'est-à-dire des joueurs même de qualité, mais qui pour diverses raisons, soit parce qu'ils sont engueulés avec le coach, soit parce qu'ils sont pas dans le projet de jeu, soit parce qu'ils sont barrés tout simplement par des joueurs qui sont plus forts et qui veulent absolument arriver en équipe nationale pour la Copa América ou l'Euro, et donc se relancer à l'OL. Pour eux, ça mange pas de pain puisque de toute façon ils ne resteront pas. Quant à ceux qui viendraient sous forme de transfert, évidemment ils auront tous une clause de descente en Ligue 2 qui les libérera de leur contrat. Donc paradoxalement, ce sera beaucoup plus facile de recruter cet hiver que l'été dernier. Ça paraît étonnant, mais c'est la réalité. Donc du fait que maintenant il y a quand même un risque important de descendre en Ligue 2, donc
Les joueurs vont mettre des clauses Ligue 2, donc ça permet d'aider à les faire venir. Nous, en plus, ça ne nous engage pas sur l'année prochaine. Et aussi la proximité des compétitions internationales, Copa América et Euro. Alors, autre personnage médiatique absolument central dans l'environnement lyonnais, puisque c'est quelqu'un qui visiblement est très très proche de John Textor, puisque vraiment il a des infos de première primeur. C'est lui qui couvre l'Olympique Lyonnais quasiment au quotidien. Il était présent en conférence de presse le matin et à l'équipe TV le soir. Et donc c'est lui qui a vraiment repris ce nombre de 7 recrues. On apprend que Nuama est le seul qui n'est pas à vendre, tout simplement parce que dans les statuts, alors je ne sais pas si c'est la Ligue 1 ou la FIFA ou l'UEFA, peu importe, vous ne pouvez pas faire 3 clubs dans l'année. Donc il en a déjà fait 2, donc il ne peut pas en faire un 3e, puisqu'il a été recruté par Molenbeek et ensuite il est arrivé à Lyon, ou alors on compte son club au Danemark, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme on ne peut pas faire 3 clubs dans la même saison, Nuama ne peut pas être vendu au mois de janvier, ce qui ne sera pas le cas au mois de juin. Alors Hugo Guimet, donc évidemment, il n'a pas été interrogé sur les profils qui avaient été annoncés le matin, ce qui est un peu dommage parce que lui aurait pu donner son point de vue, notamment sur la crédibilité de joueurs comme Aguerd et compagnie. Mais il a été interrogé sur la rumeur du jour Sampaoli, puisque certains médias argentins ont affirmé que Sampaoli allait s'engager à l'Olympique Lyonnais. Donc lui, il a dit, quand j'ai entendu cette info, j'ai essayé de la recouper. Je pense que il connaît très très bien Mathieu Louis-Jean et John Textor. Et selon Hugo Guimet, c'est faux. Voilà, c'est faux. C'est pas faux que Sampaoli va venir à l'Olympique Lyonnais, mais c'est faux de dire que c'est fait. C'est-à-dire qu'il dit, il y a effectivement 2 candidats, Genesio et Sampaoli, mais pour le moment, ce n'est pas tranché. Donc, tout reste ouvert sur ce sujet. Alors, il a apporté un point de vue très intéressant, je trouve, sur Ryan Cherki, puisque vous le savez, l'Olympique Lyonnais doit vendre Ryan Cherki, tout simplement parce qu'il lui reste 18 mois de contrat et qu'on ne veut pas prendre le risque qu'il arrive au mois de juin, donc avec une seule année, et qu'il nous fasse une Oussem Aouar, c'est-à-dire rester jusqu'au bout de son contrat, et qu'au final on récupère 0, et en plus un joueur démotivé. On a vu la dernière saison d'Oussem Aouar à l'Olympique Lyonnais, ça faisait peine à voir. Et donc il dit, en fait, Ryan Cherki, c'est un problème parce que c'est un joueur atypique, qui ne peut jouer que numéro 10, qui a un volume physique quand même assez limité. Et donc, il dit, Ryan Cherki ne s'exprime bien que dans une équipe qui est dominatrice. Et c'est vrai qu'il a tout à fait raison sur ce sujet. Les qualités de Ryan Cherki peuvent s'exprimer dans ses dribbles, dans sa créativité, et que quand il a rien d'autre à faire à côté, c'est-à-dire que vous avez une équipe dominante et que tout le travail de récupération, l'occupation des ailes, etc. est réalisé. Là, il peut s'exprimer, mais dans une équipe comme la nôtre qui est en difficulté, qui ne maîtrise rien, évidemment, là, il ne sert à rien parce qu'en plus, même si, il faut le reconnaître, il fait plus d'efforts défensifs que par le passé, ça a tendance à s'étioler au fil du match. Et en plus, c'est pas évidemment lui qui va aller faire du pressing. Et j'en reviens d'ailleurs à une chose qui était beaucoup pointée contre Laurent Blanc la saison dernière en disant « mais il fait jouer Maxence Cacré beaucoup trop haut ». Et en fait, s'il faisait ça, c'est parce qu'il y avait une raison. Et l'année dernière, je rappelle quand même que l'Olympique Lyonnais était l'équipe en Europe, les amis, en Europe, enfin parmi les 5 grands championnats, qui récupérait le ballon le plus haut. C'est parce que vous aviez des Barcola, un Lacazette motivé et des Maxence Cacré qui allaient presser très très haut et qui gênaient l'adversaire et qui récupéraient des ballons, etc., etc. Et évidemment, Ryan Cherki était un peu... parfois bénéficiait de ce travail des autres. Et là, évidemment, comme Lacazette n'a plus envie d'être là, Nuama et Moreira sont bien gentils, mais je veux dire que les deux ont un QI foot relativement limité. Malgré leur bonne volonté, en fait, l'idée c'est pas vraiment de courir, c'est de bien courir. Et je trouve que ces joueurs-là ne courent pas bien. En tout cas, pas à bon escient.
Et du coup, le pauvre Ryan, il est totalement perdu là-dedans. En plus, il se fait défoncer en permanence par tout le monde, par la presse, par les supporters. C'est pas forcément le meilleur moyen pour le mettre en confiance. En tout cas, son départ paraît inéluctable, y compris pour lui, ce serait une bonne chose de se retrouver dans un autre environnement et d'être un peu challengé parce que à Lyon, il est dans ses chaussons, très très bien payé, adulé par une partie importante des supporters et de la presse aussi. Donc il faut qu'il se mette un petit peu en danger, sinon il ne s'en sortira pas. Et pour nous, il faut absolument le vendre. Alors Hugo Guimet, donc qui était présent en conférence de presse hier, est allé discuter avec Dejan Lovren après la conférence de presse. Il l'a interrogé pendant la conférence de presse en lui demandant qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe. Et donc Dejan Lovren nous a ressorti sa fameuse phrase qu'il avait déjà mise, je crois, sur Instagram. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas les dire, évidemment. T'as envie de lui dire, si t'as rien à dire, tais-toi, mais ne lance pas des bouteilles à la mer comme ça. Et en fait, d'un côté, il dit, il n'y a pas de clan dans le vestiaire, on est une grande famille, patati patata. Et d'un autre côté, il dit, il y a un problème de mentalité à l'OL, il faut changer beaucoup de choses. Donc vous voyez un peu la cohérence du propos. Mais en fait, le problème de Lovren, c'est qu'il voudrait se comporter en leader, mais malheureusement, ses performances sur le terrain font qu'il ne peut pas être leader. En fait, c'est tout notre problème, c'est qu'on n'a aucun de nos potentiels leaders, c'est-à-dire Lovren, Lopez, Tolisso et Lacazette. Ils sont archi nuls sur le terrain. Alors je mettrai Lopez un petit peu de côté et Tolisso qui me semble quand même être en progression. Mais disons qu'ils ne sont pas assez bons sur le terrain pour pouvoir emmener les autres dans leur sillage. Et donc, Dejan Lovren, outre cette position, il dit que finalement, il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe qui n'ont pas compris que le maintien passe par une attitude particulière. C'est-à-dire courir, se battre sur tous les ballons, être solidaire, etc., etc. Et Hugo Guimet l'a carrément dit. En cela, il visait les joueurs de devant, c'est-à-dire les Morera, les Lacazette, les Cherki, les Nuama, etc., etc. Et donc, on le sent bien, ce vestiaire, il est complètement fracturé. Alors, à ce stade, on a changé 4 fois d'entraîneur. Au final, alors, on a eu plusieurs types d'entraîneurs. On a eu Laurent Blanc, un peu dilettante, mais apprécié des joueurs, ça n'a pas fonctionné. Je parle de la saison en cours. On a essayé le père Fouettard, Fabio Grosso. D'ailleurs, ça m'amuse quand j'entends oui, il faut prendre Sampaoli parce il va leur mettre des tartes dans la tronche, il va les réveiller, tout ça. Bon, on l'a fait avec Fabio Grosso, on a vu ce que ça a donné. Je le dis toujours, le pouvoir, au final, il revient aux joueurs puisque c'est eux qui sont sur le terrain. Peut-être que ça gêne des personnes, mais c'est la réalité. Vous ne pouvez pas coacher contre vos joueurs. Ça ne marche pas. Sauf, comme je l'ai dit hier, si vous changez tout l'effectif. Alors là, évidemment, en janvier, on ne pourra pas changer tout l'effectif. On a eu Vulliez, certes, peu de temps, on fait match nul à domicile face, je crois, à Lorient ou Le Havre, je crois que c'était Le Havre. Et on a Pierre Sage qui nous fait 2 défaites en 2 matchs et 6 buts encaissés, 2 fois 3 buts. Donc on voit bien que le problème c'est pas les entraîneurs, même si chacun d'entre eux a ses limites, mais que c'est bel et bien l'effectif et que la plupart des joueurs ont soit démissionné, soit sont carrément mauvais. Et pour relancer l'équipe, de mauvais et de démotivés, il faut quasiment tout changer. Enfin, dernière petite info apportée par Hugo Guimet, c'est que l'intention des dirigeants lyonnais, c'est de trouver donc 2 nouveaux milieux. Donc on verra que Tolisso, évidemment, n'est plus dans les petits papiers de l'équipe, de l'équipe de l'OL. Et d'associer donc 2 nouveaux milieux de terrain avec Maxence Cacré. Maxence Cacré n'est pas en danger, il est évident que s'il y a une belle offre pour lui, elle sera évidemment étudiée. Mais Maxence Cacré, avec toutes les limites qu'il a, ça je suis pas un pro Maxence Cacré, d'ailleurs je ne suis pro aucun joueur et anti aucun joueur. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des bons joueurs qui se battent pour leur équipe. Mais en tout cas, Maxence Cacré, il ne triche pas.
Hein, je veux dire, c'est pas le mec qui arrive, qui joue les mains dans les poches. Non, il se donne. Alors parfois à mauvais escient, il fait des erreurs. Techniquement, c'est limité, mais en tout cas, il ne triche pas dans l'engagement et je pense qu'il souffre de voir comment est son équipe. En tout cas, l'idée, c'est de lui adjoindre 2 milieux de terrain de haut niveau. Alors évidemment, on pense tout de suite à Guimarães et Paqueta, mais voilà, des joueurs un peu de ce style-là. Le défi est immense pour la cellule de recrutement, bon, il y a un peu plus de sous que cet été, mais le défi est immense, et donc on va suivre ça évidemment avec beaucoup d'intérêt parce que l'avenir de la saison est en jeu. Voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère que tout cela vous aura intéressé. N'oubliez surtout pas, pour ceux que ça intéresse, de venir me retrouver en live demain à partir de 16h50 pour le dernier match commenté de l'année. Je ne dis pas forcément de la saison, mais de l'année. Je ne ferai pas Monaco et Nantes. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Les abonnements sont très très nombreux ces derniers temps et c'est vraiment très plaisant. En plus avec des commentaires hyper positifs. Donc merci à vous pour le soutien, ça donne vraiment de la force pour continuer. Voilà, merci de m'avoir suivi et donc à demain.